C'est bien. Bon, ben, Ça fait bonsoir ordonner. à toutes et à tous, et puis merci aux courageux qui ont bravé la pluie et courageuses pour venir, parce que voilà, c'est pas, il fait pas trop un temps à ressortir de chez soi après une journée de boulot. Donc merci. Alors on est super heureux de recevoir Olivier Truc. On se croise depuis un paquet de temps en fait, mais c'est la première fois que je suis dans une librairie j'ai enfin pu inviter Olivier. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. J'avais envie de en fait parler des livres d'Olivier d'une façon chronologique parce que comme lectrice, moi j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Au départ, moi je lisais des articles, je crois que c'était dans Libé dans le temps. Ouais. Donc c'est comme ça que je me suis dit tiens, il y a un mec là-haut, c'est intéressant ce qu'il écrit sur le Grand Nord. Enfin voilà, avant l'écriture romanesque. Et donc, j'ai trouvé, comme à l'époque, j'étais pas libraire, j'étais juste lectrice. Et particulièrement intéressant le passage du travail de journaliste, hyper documenté, avec un style d'écriture déjà dans les articles, mais voilà, c'est des faits, quoi, vérifiés. Et puis, à quelque chose déjà de plus long, une enquête qui a pris plusieurs années dans l'imposteur. Donc si tu peux nous en parler déjà un peu. L'imposteur, ça c'est mon petit chouchou, ça. C'est cet homme-là, l'imposteur. C'est un document, ça. C'est pas un roman, c'est un document. C'est mon premier livre. Et l'homme sur la couverture, c'est Richard. C'est le héros malgré lui de ce récit. Euh, Alors, quand je commence à travailler sur cette histoire, c'est en 1995 et je suis arrivé depuis un peu plus d'un an en Suède. Donc tout est encore très nouveau pour moi, et notamment les pays baltes qui font partie de ma zone de couverture journalistique. Et au cours d'un de mes premiers voyages en Estonie, j'entends parler de Richard, de cet homme, par le premier secrétaire de l'ambassade de France à Tallinn. L'Estonie est indépendante depuis quelques années seulement, et Jean-François me raconte l'histoire, telle qu'il la connaît en tout cas, de Richard, à savoir un, un, un rescapé du goulag, un Parisien d'origine, qui avait fait les beaux-arts, qui avait épousé une Parisienne, qui avait travaillé voilà, qui avait une vie assez riche entre les deux guerres, qui ensuite avait, au moment de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, avait été mobilisé, avait été euh, blessé sur le front, fait prisonnier par les Allemands, s'était évadé, enfin une histoire comme ça. Il avait rejoint la résistance polonaise finalement en Lituanie. Il était resté là avec eux. Et à la fin de la guerre, quand les Soviétiques avaient libéré les pays baltes, libéré suivant le point de vue, ou libéré des nazis en tout cas, Richard avait, comme tous les gens qui traînaient à l'époque dans toute cette Europe centrale, avait été embarqué par les Soviétiques, mis dans un camp, à Tambov en l'occurrence, où les Soviétiques faisaient le tri ensuite. Lui, comme ancien partisan, avait eu un traitement de faveur. Il devait être rapatrié en France, et la veille de son rapatriement en France, il se trouve à ce moment-là à Odessa, il est arrêté par le NKVD, l'ancêtre du KGB, du FSB, et se retrouve envoyé, il est condamné à 7 ans de goulag pour espionnage. Et ces 7 années de goulag, il est libéré, il était en relégation en Sibérie, il arrive petit à petit à venir habiter en Estonie en 65, mais il est toujours du mauvais côté du rideau de fer. Et quand l'Estonie devient indépendante en 91,
La nouvelle ambassade de France à Tallinn entend parler de lui, décide de lui venir en aide, de lui procurer un passeport français, donc de reconstituer son état civil pour lui procurer un passeport français. Une petite retraite. Et lui filer un peu de pognon de l'ambassade, de la caisse noire de l'ambassade, parce que toutes les ambassades ont des caisses noires, il faut pas le dire. Mais voilà, et pour lui venir en aide. Et c'est à ce moment-là que moi j'entends parler de son histoire, et je me dis, je vais faire un article sur cet homme, c'est une histoire extraordinaire. Et en parallèle avec Jean-François, c'était un copain, le titre de l'ambassade, et on se dit, voilà, on va s'échanger les infos. On va s'échanger les infos pour faire avancer le dossier de Richard. Donc, dès qu'on trouve quelque chose qui peut faire avancer son dossier, très bien. Et puis, on trouve rien. Le consul à Tallinn trouve rien, tout ça, non, trouve rien. Mais bon, la bureaucratie française, ils sont pas stressés. Les diplomates sont pas stressés. Ça prend le temps qu'il faut que ça prenne. Et moi, j'enquêtais avec mes méthodes de journaliste. Moi, j'étais un peu plus impatient peut-être. Mais on avance, et on trouve rien. Et au final, je vais pas vous faire tout le bouquin, mais parce que j'ai enquêté 3 ans sur cette histoire. Avec des rencontres. Il y a beaucoup de rebonds. Alors, je le rencontre, lui, à 3 reprises, Richard. Et au début, je suis très fleur bleue, quoi. Je suis totalement sous le charme de cet homme qui parle français comme vous et moi, qui chante, qui pousse la chansonnette, les chansons paillardes des Halles des années 30. Qui est super heureux de parler français. Qui est super heureux de parler français. Il picole. 14 juillet, on trinque au whisky. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est la belle vie avec lui. Il est ravi de parler français après avoir. Donc, il y a vraiment une relation qui se noue entre nous. Moi, je pars donc, et c'est lui qui me dit, mais faites donc un livre sur moi. Moi, j'avais pas du tout l'intention d'être écrivain. Je trouvais ça, les écrivains sont des gens bizarres. Et donc, j'étais journaliste heureux de l'être. Et puis, c'est Richard qui me dit, mais faites un bouquin sur mes années au Goulag. Et je dis, oui, évidemment, c'est un type, ça a l'air tellement extraordinaire, son histoire. Je dis, banco. Si ce n'est que moi, je me dis tout d'un coup, mais c'est un livre, c'est du travail, il faut écrire beaucoup. Donc il faut avoir le temps, mais surtout il faut en raconter. Je pouvais pas me contenter, j'avais pas envie de me contenter de ces 7 années au Goulag, j'avais envie d'en savoir tout ce qu'il y avait avant le Goulag aussi. Et c'est là où ça a commencé à coincer. C'est là où il a commencé à tousser beaucoup. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a réécrit toute l'histoire, toute sa vie en fait, avant le Goulag, il l'a réinventé, il a caché, il a menti. Le bouquin s'appelle L'Imposteur, qui est un peu rude quand on connaît le personnage, mais c'est un peu provocateur, mais c'est ça, c'est l'imposture dans toute sa beauté quelque part. Et donc 3 ans d'enquête en Estonie, en Lituanie, en Pologne, en France aussi, dans les archives du Quai d'Orsay. Je retrouve son dossier du KGB, je retrouve la trace de sa vraie femme. Il m'a dit qu'il avait épousé une Miss France à Paris, c'était pas du tout ça. Il avait, en fait, sa vraie femme, c'était une serveuse dans une cantine au fin fond de la Lituanie pendant la guerre. Enfin, il était pas français, il était pas, il y a plein d'histoires, mais c'est une enquête qui m'a totalement passionné, moi, pendant des années. Et c'est vrai que mon éditrice à l'époque, chez Calman Levy, m'a dit, mais fais-en un roman. Et moi, à l'époque, déjà, je me voyais pas faire un bouquin, mais alors faire un roman, c'était encore moins mon monde. Ouais. Donc j'ai dit, non, pourquoi un roman? C'est pas moi. Moi, je suis pas romancier, je suis journaliste. Et puis faire un roman, alors que ce personnage a une vie déjà tellement romanesque, pourquoi en rajouter? Oui, à la limite, si on veut que ce soit vraisemblable, il faut en enlever, là. Oui, et alors que moi, il y avait un feu d'artifice au propre au figuré avec Richard, c'est-à-dire qu'il jetait des tas d'écrans de fumée, de pistes et d'écrans de fumée aussi, parce que il racontait les histoires des autres aussi. Et il en racontait les histoires des autres. Des morceaux de la sienne dans dès que oui, alors il y a une histoire extraordinaire avec voilà où il raconte l'histoire d'un autre. Il avait un talent extraordinaire. C'était un conteur né en fait. Il était aveugle en plus, donc il avait une mémoire extraordinaire des détails parce que c'était pour lui une question de survie. Mais il m'a complètement embarqué. J'ai fini par trouver pas mal de choses. J'ai fait un choix, c'est vrai, avec lui, qui était pas très journalistique. C'était une fois que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait anguille sous roche, j'ai fait le choix de pas le confronter avec les vérités que je découvrais.
Voilà. Alors mes copains à l'époque à qui je racontais le déroulement de mon enquête, copains journalistes me disaient ah t'as oublié que t'es journaliste, il faut que t'as les documents. J'avais son véritable état civil, machin. Je lui disais au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est pas un personnage public, c'est pas un type qui s'est Oui, puis il enrichi, était déjà c'est très pas, âgé, il était aveugle, vieux malade, il il était mal, vivait il était difficilement, aveugle, enfin, il était cardiaque ouais. aussi. Et je lui dis, au nom de quoi, moi, un gamin de 30 ans, je vais aller lui dire, Richard, vous avez menti, c'est pas bien. Non, mais c'est ça. Et du coup, je dis, s'il doit raconter son histoire, ça viendra de lui, naturellement, et on verra. Et je l'ai rencontré 3 fois. À chaque fois, je passais plusieurs jours sur place. Les dernières fois, je dormais chez lui, même. Il a compris que j'avais compris. Je le raconte dans le bouquin. Parce que, en fait, après le bouquin, je le raconte à la première personne, c'est Tintin en Estonie, en gros. Hein, je raconte vraiment mon enquête à la première personne du singulier, avec tous les doutes, avec tous les machins. Et pour moi, ça a été vraiment une aventure extraordinaire, ce bouquin. Et ce qui est très intéressant en fait comme lectrice, c'est que parce que le titre, voilà, enfin il n'y a pas d'ambiguïté, c'est l'imposteur, donc on sait dès le début qu'il y a une embrouille. Ouais. Et ben quand même, on est super pris par l'enquête. Il y a justement, c'est déjà on sent le talent de conteur de polar, quoi. C'est-à-dire que même si on sait que oui, ok, le gars, c'est pas la vérité ce qu'il a dit, on le sait dès le début, c'est clair et net. Et ben quand même, on est embarqué, on a envie de savoir dans l'enquête elle-même, en fait. Et puis alors. Là, on voit quand même à la fin un tout petit peu de fiction. Oui, mais alors pour la part manquante, en fait. Voilà, mais alors, comme je suis toujours un journaliste bête et méchant, très discipliné pour ce bouquin, donc je dis que c'est de la fiction. Oui. C'est-à-dire où j'essaie d'imaginer le moment où, d'après moi, je peux me tromper, c'est mon interprétation, le moment où ça a basculé, où Richard a commencé à mentir, a senti le besoin de mentir pour sauver sa peau. C'est-à-dire à l'époque où les soviétiques arrivent, où il a aucune envie de repartir, d'être expédié soit en Russie, soit en Pologne, etc. Il a vécu quand même pas mal d'années en France, il a vécu plus d'une quinzaine d'années en France, il a été adolescent en France, il a eu ses premiers amours là-bas, et puis il est vraiment de culture française, on le sent. Et c'est le moment où je pense qu'il a pu, j'imagine, ça c'est vraiment le moment, où il a basculé dans le mensonge et après il en est resté prisonnier toute sa vie. Et donc en fait là on voit déjà la fiction qui arrive, quoi, l'art de raconter une fiction aussi. Enfin, ce chapitre-là, donc après arrive la police des reines. Voilà. Que d'aucuns prennent pour une trilogie, alors que zut, on espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai jamais dit que c'était une trilogie. C'est assez marrant parce que je l'ai vu dans. Il y a plein de gens qui pensent que c'est une trilogie, mais qui le croient d'autant plus parce que la fin de la dernière scène de la Montagne Rouge peut prêtre, voilà, oui, elle a un petit côté point final. Il y a un côté point final entre ce que dit Nina et ce que fait Clémette, et puis il y a 3 pages de remerciements aussi. Oui. Donc les gens se disent ah, c'est la fin. Voilà. Et donc là pour le coup c'est pareil, je n'étais pas encore libraire. Et donc j'ai découvert avec le dernier lapin, donc il est plus en grand format. Mais les couvertures sont magnifiques, quoi. Mais ils vont le ressortir, je pense, en grand format, non? Je sais pas, je pense sous le contrôle, non, pas du tout. Voilà, je ne sais pas. Enfin, j'ai essayé d'avoir, mais non, mais je sais pas. Alors c'est le dernier lapin. Non, c'est en poche, peut-être qu'ils le ressortent. C'est en poche qu'il le C'était mis en cours. Mais en tout cas, quand on est comme ça dans une librairie, c'est des livres qui attirent l'œil. Enfin, en plus, quand on est lecteur de romans policiers, on dit ah tiens là, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est la police des reines? En tout cas, si le dernier lapin ressort en grand format, Gilda s'engage à en vendre 1000 exemplaires. Voilà, ça c'est ça. Oui, ça, je sais. Oh, 1000. Et donc c'était, en plus ça démarre très fort d'entrée de jeu. Le premier chapitre du dernier lapin, c'est on est en 1693 de tête. Ouais. Et on voit un homme qui est poursuivi
On comprend quand il réussit à cacher quelque chose avant d'être attrapé par ses poursuivants, une meute avec des chiens, des hommes. On voit qu'il est un survivant de quelque chose déjà. Et donc, il meurt, il y a pas de suspense, il le sait très vite. On est de son point de vue, mais il sait qu'il va mourir. Et donc, d'entrée de jeu, on sait qu'il y a eu un truc super important qui s'est passé à ce moment-là. Et bon, je pense que c'est pas dévoiler trop de suspense que de dire que, en fait, ce qui a été caché, c'était un tambour de chaman. Donc là-haut en Laponie, et de chaman Sami. Et arrive ensuite, on revient au présent, et entre en scène donc les deux enquêteurs, Clémette et Nina, qui vont nous accompagner en fait tout du long de la série. Enfin, j'ai lu beaucoup de romans policiers, toutes sortes, et souvent les enquêteurs, enfin, ou quand il y a une équipe d'enquêteurs, c'est pas immédiat que ça. Enfin, il y a un moment avant qu'en tant que lecteur, on trouve que les personnages sont vraiment au point et atteignent un niveau charismatique. Alors que là, en fait, c'est d'entrée de jeu, ils sont là bien tous les deux. Leur relation ensuite va évoluer, mais ils sont déjà entiers avec beaucoup de, enfin une vraie dimension humaine, quoi. C'est impeccable, pile poil. Je veux bien que tu lises leur apparition, si ça ne t'embête pas. Leur entrée en scène, en fait, je veux dire, parce qu'ils n'ont pas apparu comme ça, ils sont au travail. Ils bossent. Alors, à partir du dis-moi. Peut-être là, pour l'instant, le soleil, en sachant que ça commence le jour où le soleil réapparaît. Après 40 jours de nuit polaire. Et puis, si c'est possible, jusqu'à autre chose, il y a une cohérence. Pour l'instant, le soleil n'était qu'une lueur d'espoir, se reflétant sur les nuages orangés et rosâtres qui couraient au-dessus des sommets à la neige bleuie. Comme à chaque fois qu'il était face à un tel spectacle, Clémette repensait à son oncle, Nils Santé, connu comme l'un des chanteurs de yoik les plus doués de la région. De son chant de gorge lancinant, son oncle poète racontait les merveilles et les mystères du monde. Nils Santé avait bercé toute l'enfance de Clémette, de ses yoik envoûtants, contes enchantés qui valaient largement tous les livres que les petits Norvégiens lisaient chez eux. Clémette n'avait pas eu besoin de livres. Il avait eu l'oncle Nils Santé. Clémette, en revanche, n'avait jamais su chanter, et il avait estimé qu'il était indigne de décrire avec des mots la nature qui l'entourait. Clémette, parfois, quand il était en patrouille sur cet immense plateau désertique qu'on appelait le Vida, comme aujourd'hui, il s'offrait une courte pause nostalgique, mais il se taisait, écrasé par le souvenir du yoik, incapable de poésie. « Clémette, tu veux bien me prendre en photo ? Avec les nuages derrière !» Sa jeune collègue brandissait son petit appareil photo sorti de sa combinaison bleu marine. « Tu crois que c'est le moment ? » ?»« C'est pas pire que de rêvasser, » lui répondit-elle en lui tendant l'appareil. Clémette bougonna. Il fallait toujours qu'elle ait réponse à tout. Lui, les bonnes réponses ne lui venaient généralement que trop tard. Il retira ses moufles. Autant se débarrasser de la chose au plus vite. Le ciel était dégagé, et le froid d'autant plus agressif. La température avoisinait les moins 27 degrés. Nina enleva sa chapka en peau de phoque et poil de renard, libérant sa chevelure blonde. Elle enfourcha sa motoneige et, dos aux nuages bigarrés, offrit son large sourire à l'objectif. Sans être d'une beauté époustouflante, elle était gracieuse et avenante, avec de grands yeux bleus expressifs qui trahissaient le moindre de ses sentiments. Clémette trouvait cela très pratique. Le policier prit la photo, légèrement mal cadrée, par principe. Nina était arrivée à la police des Rennes depuis 3 mois, mais c'était sa première patrouille. Jusque-là, elle avait été en poste au commissariat de Kiruna, le quartier général situé côté suédois, puis à Kaitokeno, côté norvégien. Agacée par ces incessantes demandes de photos,
Clémette s'arrangeait pour mettre un bout de doigt sur l'objectif. Quand elle lui montrait ensuite le résultat, Nina lui avait à chaque fois expliqué avec son gentil sourire qu'il fallait être attentif à bien mettre les doigts sur les côtés, comme s'il avait 10 ans. Il n'avait pas supporté son ton, il avait renoncé à mettre les doigts, il trouverait autre chose. Voilà, et là, d'entrée de jeu, en fait, les deux sont là, sont Mhm. vraiment là, et leur relation, telle qu'elle va être, est déjà posée, quoi. Et alors, en fait, la question un peu bête, c'était il y avait une vraie patrouille qui ressemblait un peu à ça, à eux, où c'était complètement abstrait de dire oh, ben, je vais mettre une femme pour que ce soit une équipe mixte. Enfin, Il y avait, alors j'ai suivi ouais. en fait plusieurs patrouilles de la police des Rennes et au cours de différents reportages, il y avait parce que j'avais fait une série de reportages pour Libé d'abord et ensuite un documentaire pour la télé. Et dans le reportage que j'avais fait pour Libé en 2004, il y a une des patrouilles de flics que j'avais suivies était constituée d'un couple qui ressemblait étrangement en fait à Clément et Nina, avec alors eux les deux étaient norvégiens puisque la police des Rennes dans la réalité elle est uniquement norvégienne, mais lui était donc un flic plus âgé, Sami, complètement Sami, et il y avait de fait une fliquette un peu comme Nina, qui sortait de l'école de police du sud de la Norvège, originaire elle-même du sud de la Norvège, donc elle débarquait, la police des Rennes était son premier poste, donc elle découvrait d'un coup le Grand Nord, et le monde des Samis, le boulot de flic, et le monde des éleveurs de rennes, en plus du monde des Samis, alors tout ça, ça fait des couches de macho, super macho, et elle débarquait là, avec son appareil photo, parce que ça, c'est tiré de machin, elle passait pas tout le temps, enfin, c'était juste une espèce d'électron, c'est une image comme ça, assez surréaliste dans ce contexte-là, ses œufs un peu là-haut, tout ça. Et j'ai les voyant comme ça c'était j'ai dit c'est un couple extraordinaire quoi. C'est un couple extraordinaire parce que Nina, enfin celle qui avait servi un petit peu de modèle pour Nina, elle débarquait avec ses grands yeux bleus, posant plein de questions, donc c'était nous qui connaissons rien à ces pays-là, on se serait posé les mêmes questions qu'elle quoi. Donc et puis lui c'était le type qui avait alors, le flic que j'avais rencontré n'avait pas tous les problèmes d'identité de Clémette, mais c'était un type qui avait aussi un peu ce caractère-là, le même caractère. Parce que ils fonctionnaient vraiment très bien tous les deux, en fait. Bah, ça se sent après pour nous, pour la lecture. Et, donc, Clémette, en fait, est Sami, mais on voit assez vite qu'il n'a pas gardé tout le côté de ses origines et il se pose toujours des questions par rapport à ça. Il est devenu flic, est-ce que du coup il est vraiment encore Sami? Voilà, et en fait c'est les questions que se posent la plupart des Samis d'ailleurs. Oui, il y en a que 10% qui sont éleveurs, c'est ça? Voilà, il n'y a que 10% éleveurs, donc et comme la culture Sami est vraiment extrêmement assimilée à la culture du renne, de l'élevage du renne, ceux qui du coup sont pas dans éleveurs de rennes, est-ce qu'ils sont des vrais Samis? Donc c'est vraiment des questions qui sont très actuelles, qui sont très débattues, qui mettent souvent pas mal de gens mal à l'aise d'ailleurs, parce qu'ils se disent qui on est, enfin ils ont vraiment ce problème de déracinement, de déculturation ou d'acculturation, et ils se battent pour essayer de se réapproprier tout ça, mais c'est pas évident, il y a beaucoup de conflits parmi les Samis entre eux aussi, pour différents problèmes, mais Clémette est un personnage dont le grand-père était éleveur de rennes. Son grand-père était éleveur de rennes, il a perdu ses rennes. Il a perdu ses rennes dans un épisode qui est décrit, enfin qui est raconté par Clémette quand il raconte à Nina. Il a perdu ses rennes, donc il a été sorti du milieu de l'élevage de rennes, et chez les Samis, il y a une espèce de règle non écrite qui veut que un vrai Sami, un bon Sami est un Sami avec des rennes, et plus on a de rennes, plus on est un bon Sami, etc. Donc être éjecté du milieu des éleveurs de rennes, c'est rude, c'est très rude, c'est très fréquent en même temps, puisque dans le temps, il y a plusieurs siècles,
tous les Samis étaient dans l'élevage de rennes, et puis après, petit à petit, il y en a qui sont devenus paysans, et qui sont devenus pêcheurs, etc. Ils ont toujours été pêcheurs de toute façon, mais ils faisaient là. Et donc, tout ça, Clément, il le porte en lui, il est très conscient de ça, il est très conscient de ce poids de la tradition chez les éleveurs de rennes, qui sont vraiment des gens ils défendent fièrement, durement cette culture-là. Ils sont très conscients que c'est eux qui en sont les porteurs aussi de cette culture sami, à cause de ce sentiment d'assimilation entre culture du Renne et culture sami. Et donc, dans ce nord de la Norvège, d'où il est originaire, où il connaît les éleveurs, les éleveurs, comme vous disiez, ils lui disent, mais attends, toi t'es flic, t'es un collabo, tu bosses avec les Norvégiens. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, et il le vit mal, il le vit mal. Il le vit mal. Il le vit, c'est comme ça dans les 2 premiers bouquins, en fait, dans le Dernier Lapon et le Détroit du Loup, et qui se passe aussi dans le nord de la Norvège. Et ça bascule dans la Montagne Rouge. Ça bascule dans la Montagne Rouge parce que dans le 3e bouquin, ils sont affectés tous les deux dans l'extrême sud de la Laponie, c'est-à-dire à 1500 km, parce que la Laponie c'est très étendu. Ils se retrouvent à 1500 km de Kautokeino, de Hammerfest, de tous ces coins-là, dans le sud de la Laponie, en Suède en plus. Et là, on le connaît plus, Clément. Alors qu'on ne le connaît plus, donc c'est une espèce de libération pour lui. Oui, voilà ce que j'allais dire, on le sent plus. Alors, c'est intéressant, justement, dans le rapport entre les deux, parce que dans le Dernier Lapon, donc vraiment, Nina, elle débarque, et lui, il est le gars qui connaît le coin. Ouais. Donc ça l'aide, et en même temps, ça l'enferme, parce que il y a certains éleveurs qui le considèrent comme le petit gars. Et puis il y a des questions qu'il n'ose pas poser. Et des questions voilà. Il y a certaines rencontres, il envoie Nina au contact avec les éleveurs, parce que lui, il a peur du regard. Mais en même temps, il y a des éleveurs, quand c'est Nina qui pose des questions, ils répondent pas parce que bien sûr, parce que c'est une femme, tout à fait. Oui, il y a tout ça. Donc c'est tout clair. Et dans la Montagne Rouge, bon, Nina, entre-temps, a pris de l'assurance, elle a traversé aussi des choses personnelles, plus dans le Détroit du Loup. Elle a son père qui est gravement malade. Donc elle est plus sûre d'elle, et lui est le gars qui débarque plus dans un coin qu'il connaît moins, quoi. Enfin, voilà. Et donc il y a une espèce d'inversion. Et en même temps, effectivement, il est plus libre. Comme il n'est pas sous la coupe de gens qui l'ont connu petit. Et il va développer cette relation un peu particulière avec un chef de clan Sami, avec Petrus Eriksson, où il va petit à petit, alors même si il mène une enquête, donc il y a une relation un peu ambiguë entre les deux, mais avec Petrus Eriksson, il y a un climat qui va se créer petit à petit de confiance, qui va s'établir, et d'estime mutuelle, et il va oser lui poser des questions sur le côté éleveur de rennes, sur les Samis, sur le fond, tout ça, qu'il n'aurait jamais osé poser aux éleveurs du nord de la Norvège, parce qu'ils ont toujours un regard méfiant vis-à-vis de lui. Ben, en fait, du coup, donc dans le Dernier Lapon, on a toute l'histoire d'un tambour Sami qui avait été retrouvé, confié à un musée qui est volé, avec aussi un éleveur qui se fait assassiner. Et la résolution de l'énigme, là pour le coup, il y a tout ce qui concerne la résolution du crime est classique de roman policier, très, très bien mené, donc on a envie de savoir qui l'a fait. Dans le Détroit du Loup, on est plus dans les conséquences de l'exploitation des forages, en fait, et de ce que comme ça a cassé la vie de ceux qui étaient plongeurs en eau très très profonde, qui physiquement sont restés marqués. Enfin, avec dans le Détroit du Loup, de fait, l'histoire tourne autour de 3 copains d'enfance, 3 Samis, dont l'un, de fait, a rejeté complètement ce milieu Sami et est devenu plongeur de l'industrie pétrolière. Et il considère que les Samis qui sont ses copains d'enfance qui sont restés éleveurs de rennes sont des cutéreux avec de la bouse de renne sous les ongles, et que c'est pas son monde à lui. Et il y a vraiment un conflit entre eux qui se bâtit autour de ça. Et dans la Montagne Rouge, on est alors il y a des ossements qui sont découverts, et à un moment crucial où normalement au même endroit où les ossements ont été découverts, c'est le moment de l'année où il faut rassembler les rennes pour tuer ceux qui doivent l'être.
Donc il y a une complication de délai beaucoup. On sent le temps qui, une pression du temps. Les premières neiges vont arriver, il faut faire vite. Et ce squelette qui est retrouvé mais sans tête devient l'enjeu d'un procès en fait. Et je pense que c'était peut-être le procès le point de départ. Enfin, des procès qui ont eu lieu vraiment là pour le coup. Oui, oui. En fait, moi, je suis entré dans ce monde-là des Samis au départ par le biais d'un procès il y a 20 ans justement. J'avais fait quand je suis arrivé en Suède en 94, j'y connaissais strictement rien aux Samis, je connaissais rien à la Suède non plus d'ailleurs. Je connaissais juste une Suédoise, moi la Suède je m'en fichais. On coupera aussi. Hein. C'est un bon début. Et il y avait ensuite en 97, donc il y avait des élections au Parlement Sami de Suède. C'était la deuxième fois qu'il y avait des élections au Parlement Sami, parce que le Parlement Sami était créé en 93. Et je me dis, tiens, c'est l'occasion d'aller faire connaissance avec le sujet, un peu, parce que j'y connaissais rien. Je vais interviewer quelques électeurs Sami. Il y avait un bureau de vote à Stockholm, pour les Samis de Stockholm. Et une jeune étudiante, Sami, me dit, mais moi je vote pour tel parti parce que il y a des problèmes de droit à la terre. Moi dans ma famille, ils habitent dans le sud de la Laponie, qui sert de décor à la Montagne Rouge, dans cette région-là. Mes frères éleveurs de rennes, ils sont en conflit avec des paysans et des forestiers. Il y a un procès, on perd tout, enfin c'est l'enfer. C'est un conflit très très banal, hein, un conflit comme il y en a partout dans le monde, un conflit entre cultivateurs et éleveurs. C'est-à-dire il y a un endroit où il y a un paysan qui va planter des choux, et puis il y a des rennes ou des vaches ou des moutons qui vont les bouffer. L'un qui dit, ah, mais c'est chez moi, t'as pas le droit. Non, c'est chez moi, j'étais là avant toi. Et puis on se tape dessus, on se fait un procès. Les panneaux sur les manifestations où ils disaient, on était là les premiers. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était sur une sorte de barrage. Ah, ça, ouais. Mais de fait, là aussi, oui, dans le livre, j'utilise ça. Donc ils ont, voilà, et je fais un reportage là-dessus, et je découvre tout d'un coup une Laponie terre de conflit. Moi qui étais, avant de rencontrer ma Suédoise, je voulais partir au Liban parce que je voulais justement être dans un coin qui bouge un petit peu, un peu rock'n'roll. Ouais, là-bas c'est trop calme. Et là, moi je retourne en Suède. Ils sont en paix depuis 200 ans, c'est vraiment l'erreur de casting totale. Et je trouve enfin en Laponie une terre de conflit, donc je suis précipité dessus évidemment. Je dis c'est pour moi, d'autant que personne d'autre s'y intéresse. Mais c'était vraiment ce procès, donc il y avait ce procès, donc et j'ai rencontré les frères de cette étudiante, que je connais toujours, d'ailleurs je suis toujours en contact avec eux, je suis en copain avec eux. J'ai rencontré les paysans aussi, bien sûr, et ça m'avait assez frappé parce que c'était vraiment ce procès, comme les procès suivants que j'ai pu couvrir. J'ai couvert aussi un procès plus tard à la Cour suprême, qui était jusqu'à la Cour suprême, qui a été le premier procès que les Samis ont gagné, cette fois-ci, après en avoir perdu pendant 20 ans. Ce qui était très frappant dans ces procès, c'était que les Samis venaient avec des archéologues. C'est ahurissant, quoi. Donc, et du coup, les autres aussi, les représentants des forestiers venaient aussi avec leurs archéologues pour prouver que non, ils n'étaient pas là les premiers, il y a 2000 ans. Enfin, c'était ahurissant, ou 500 ans. Et voilà. Et donc, et on est vraiment au cœur des questions avec ça, qui opposent depuis des décennies, Samis et non-Samis, éleveurs et paysans, qui n'étaient pas des questions qui se posaient comme ça d'ailleurs il y a 200 ans, 300 ans. Ouais, ça s'est vraiment développé. Ça s'est vraiment développé à partir du moment où les uns et les autres ont compris que le bois avait une valeur marchande très importante, qu'on a commencé à exploiter des mines à grande échelle, c'est-à-dire il y a un siècle, et tout d'un coup le savoir qui était propriétaire de la terre est devenu crucial, super important. Et comme les Samis c'est une tradition, c'est une culture de tradition orale,
Donc, sur un procès, il se faisait balayer en permanence parce que quand monsieur le juge, lui, veut un papier avec un tampon pour dire que qui a le droit d'habiter là, et les paysans, ben, l'agriculture, ça repose sur la propriété, sur l'acte de propriété. Je plante un piquet là, je plante un piquet là, je plante un là, c'est chez moi et toi tu vas planter tes choux à côté. Faire paître tes rennes plus loin. Et l'éleveur de rennes, il a pas ça, il a pas de papier puisque lui, il se balade oui, ça bouge forcément. en permanence. Donc ils ont une propriété. Ils n'ont pas le côté propriété, mais ils ont voilà, c'est un côté un sens du bien commun aussi. Collectif, puisqu'ils sont obligés d'être plusieurs. Donc il y a eu un malentendu pendant très longtemps. Maintenant, ça commence à bouger un petit peu parce qu'ils ont gagné ce procès à la Cour suprême il y a quelques années, mais il y a toujours des procès. Mais peut-être aussi maintenant, l'enjeu, c'est plus face aux exploitations minières. À toutes sortes, il y a les industries minières. J'ai lu quelque part qu'il y avait... je sais plus, pour une des industries, l'enjeu pour eux, c'était de l'ordre de 3,5 milliards de dollars, s'ils arrivent à exploiter tel... Ouais. Non, mais c'est l'industrie minière, c'est les parcs d'éoliennes, c'est l'industrie touristique, c'est les barrages pour l'énergie hydroélectrique, c'est plein de choses comme ça. Et alors tout ça, ça fait beaucoup de pression parce que on se dit une mine, c'est juste un trou. Bon, c'est pas la Laponie, c'est très grand. D'ailleurs, c'est leur argument, ceux qui essaient de. Ils disent, on fait que 15 km² et il vous reste tous les. Un petit trou, si ce n'est que le minerai, il faut l'exporter, donc il faut des routes avec des camions qui machin, donc ça perturbe tous les pâturages, ça perturbe tout ça, ça pollue et bizarrement, les compagnies minières, quand elles signent un contrat comme ça, elles s'engagent à nettoyer derrière elle, à laisser la mine, les lieux comme ils les avaient trouvés. Et bizarrement, ces compagnies-là font toujours faillite juste avant. C'est dommage. C'est dommage. Donc, c'est les contribuables qui doivent nettoyer, payer derrière. Donc, c'est souvent en Suède, c'est souvent le cas comme ça. Donc, alors, voilà. Donc, alors, en fait, on parlait de Petrus Eriksson, puis on est parti sur autre chose, mais on a ce personnage qui, lui, est vraiment, comment dire, emblématique. Je ne sais pas si c'est le juste. Oui. Oui. Il est coincé. Il est coincé, mais il essaye de rester digne et dans le respect de ce qui lui a été transmis. C'est impressionnant. Enfin, comment il est... J'en ai rencontré des comme ça en fait, parce que c'est des gens, ils sont vraiment, enfin ils sont coincés. Quand je dis coincés, c'est parce que c'est vraiment le cas en fait. Ils sont beaucoup de ces gens-là. Il ne s'agit pas de dire que tous les Samis sont des gens super bien réglo tout ça. Il y a des coquins chez eux aussi, hein. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'ils sont coincés dans le sens où d'un côté, voilà, on attend d'eux qu'ils soient des gentils Samis. Qui sourient aux touristes, etc., porteurs d'une culture d'un pays comme la Suède ou la Norvège va évidemment respecter parce que c'est des pays bien. Donc, c'est pas c'est des prix Nobel, c'est ceci, c'est le modèle nordique, etc. Donc, et on part avec l'idée que ce sont des pays qui sont respectueux des minorités, des droits de l'homme, etc. Et bizarrement, ils ont du mal à faire ça chez eux. Donc y a vraiment pour les Samis qui essaient de faire entendre leurs droits, de se faire respecter, ils ont un vrai problème parce qu'on les prend pas toujours au sérieux tout simplement. Et ben nous les Suédois on fait pas de choses comme ça. Enfin c'est vraiment une vraie bataille pour eux parce que c'est le même combat que finalement que mènent les féministes en Suède. On considère vu d'ailleurs que les pays nordiques c'est super égalitaire etc. Donc ça doit être le paradis. Et si vous allez interroger les féministes dans ces pays-là, ils vous disent mais attendez c'est de l'enfumage. Il y a des différences de salaire toujours, il y a toujours des tas de problèmes. Là avec l'histoire MeToo, balance ton porc en Suède, vous allez voir comment ça balance en ce moment, c'est la folie. Donc et elles sont encore plus arrangées parce que justement ils sont tous très conscients, que ce soit les Samis, les féministes, de la bonne image qu'ont les pays à l'étranger. Et ça les rend fous, ça. Donc ils gueulent encore plus fort. Mais bien sûr, et Petrus est comme ça, c'est un personnage qui a sur les épaules la survie de son clan, parce que ce procès-là menace vraiment son clan, qui a sur les épaules le fait de pas savoir transmettre à son fils le goût d'être éleveur de rennes, et c'est tout ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est très beau aussi dans ce roman, c'est la relation qu'il a avec Petrus, avec son fils, Victor.
Victor étant un gamin de maintenant, et alors donc passionné par la technique et tout, pas du tout envie d'être éleveur a priori, mais quand même il aide son père pour suivre les rennes avec les balises qu'ils ont sur eux. GPS sur les reins, Voilà, ouais. et, euh, et en fait on voit peu à peu au fil du roman le père et le fils se rapprocher et le fils venir vraiment en aide à son père. Ça c'est Mm. Enfin, c'est pareil, l'idée, elle est venue comment parce que c'est quelque chose de très beau. Eh ben, tant Et puis mieux. on y croit. Enfin, il y a quelque chose de Bah, j'y croyais très, aussi, moi. très, Non, mais très pour, prenant. je sais pas, ça s'est fait un peu comme ça, en fait. Hein, non, mais il y avait, parce il y a vraiment, voilà, ce personnage de Pétrus est important dans le sens où il est, comme vous disiez, il est emblématique, en fait, aussi de la, de la difficulté de transmission qui est un vrai problème chez les Samis, transmission de la culture, parce que moi je connais plein de jeunes Samis, le boulot d'éleveur c'est dur, c'est vraiment dur, c'est physiquement, si on l'a pas dans la peau vraiment, et puis c'est des gens qui y voient aussi la dureté de ce monde et la dureté des relations, des tensions, etc. Euh, je sais pas, bon, ça c'est des personnages qui se sont C'était mis en comme place ça, comme ça parce que mais le, c'est aussi parce que là on a parlé de la partie concernant les rennes, mais en même temps il y a des joueuses, enfin des organisatrices de jeux de bingo qui sont là. Justina et ses Voilà. copines, ouais, Il y a un antiquaire qui dès le début paraît quand Bertil, même hein, assez louche. ouais. Il Euh, est pas fait pour être sympathique, lui, oui, au il est début. pas fait pour être sympathique, il est intéressant. Oui, il est Enfin, intéressant, ça, ouais, il est intéressant. Il porte des choses, tous ces, bah, évidemment, c'est des personnages de roman, donc ils sont pas là par hasard. ouais. Mais oui, oui, tout à fait. Mais aussi, ils sont, la Montagne Rouge, c'est sans doute le plus politique des trois bouquins, je pense. C'est parce qu'il y a des choses assez lourdes dedans, quand même. Surtout les personnages, ils passent des choses assez lourdes. Euh, et ça raconte des histoires qui sont quelque part aux origines de tous les malaises qui se sont développés ensuite entre les différentes populations du Grand Nord. Et alors sinon, j'avais vu que tu avais fait des documentaires aussi. Ouais. Et certains parlaient des enfants des soldats allemands, en fait. L'enfant de Bosch, Ouais. ouais. Et il y a... Il y en a un qui s'appelle l'enfant de Bosch, et un autre qui s'appelle les bâtards du Reich. Et ça, c'est Bâtard la du Reich façon... était le Bâtard du Reich était sur les enfants de soldats allemands en En Norvège. Norvège, oui. Justement, j'avais commencé par ça, c'était pour Arte. Et ensuite, avec un autre, avec un réalisateur, on avait fait un docu pour France 3 sur le même phénomène, mais en France. Et est-ce que l'idée est venue du documentaire vers... Enfin, Sur quel personnage? c'est quand même un peu l'antiquaire. Enfin, L'antiquaire, non. En fait, c'est autre chose, ça vient d'un autre ouais. documentaire que j'avais fait avec un réalisateur en 99 ou 2000 sur les néo-nazis en Suède. Parce qu'à l'époque, à l'époque, je travaillais pour Libération. J'étais correspondant de Libération et j'enquêtais pas mal sur l'extrême droite, les néo-nazis et tout ça, sur les groupuscules. Euh, et il y avait une boîte de prod parisienne qui m'avait appelé pour que je les aide à faire un docu sur les néo-nazis, sur la menace néo-nazie en Suède. Et donc on était parti parce qu'il y avait eu à l'époque, il y avait des groupuscules néo-nazis qui étaient plutôt violents. Ils avaient tué un peu à droite à gauche, ils avaient abattu des flics, ils avaient abattu des syndicalistes. Enfin, il y avait des petits groupes de vraiment méchants, quoi. J'étais entré en contact avec un de ces groupuscules qui avait jamais parlé à des journalistes auparavant pour Libé. J'avais essayé de les convaincre et je les avais convaincus de participer au documentaire. Et pour établir une espèce une analyse aussi d'où ça venait dans un pays comme la Suède, il y avait une analyse historique aussi du phénomène nazi en Suède. Et j'avais retrouvé un ancien Waffen-SS, suédois, donc un volontaire, puisqu'il n'y avait pas de division
SS suédoise, puisque la Suède voilà. était neutre, mais lui, il s'était porté volontaire. Et ensuite, il a été sur le front de l'Est, il avait compris assez vite que c'était assez chaud quand même, donc il avait déserté, il était rentré en Suède, était devenu syndicaliste extrême gauche, il avait changé de vie complètement. Et j'avais rencontré ce type, c'est vrai, qui était assez étonnant d'ailleurs, parce que quand on l'avait interviewé, on lui demandait ce qu'il pensait des néo-nazis actuels. Alors, il disait d'abord, il dit, c'est des branleurs, ils picolent, ils boivent de la bière, tout ça. Donc, nous, c'était pas comme ça. Et ensuite, un des néo-nazis qui avait abattu les flics, c'était un métis. Donc, c'est vrai que un métis chez les néo-nazis, c'était assez surprenant. Et le type, face caméra, il nous avait dit, cet ancien Waffen SS, il dit, comme ça, il avait dit, et en plus, ils prennent des nègres. Alors qu'il était censé avoir viré sa cutie, tout ça. Enfin, le machin, c'était étonnant, quoi, c'était frappant. Donc c'était un personnage très fort comme ça, qu'on avait rencontré, qui m'était toujours resté en tête. Donc ça fait, oui, voilà. Donc oui, et ce qui est aussi impressionnant à ce sujet-là, c'est quoi, et là pour le coup, en tant que Française, j'ignorais tout ça, c'est que avant même le nazisme, il y avait des scientifiques. C'était entre les deux guerres, qui déjà pensaient à caractériser les gens par des points, enfin à séparer les gens en classes par des points physiques, en particulier les crânes, quoi. Carl von Linné, il est suédois, hein. C'est lui qui la classification, c'est lui, il est suédois. C'est au XVIIIe siècle, mais c'est vrai que les Suédois sont les premiers au monde à créer un institut de biologie raciale à Uppsala en 1922. Oui, voilà. Où les Allemands viennent se former d'ailleurs, avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a vraiment cette idée, mais c'est des idées qui sont très en vogue aussi à l'époque, hein, pas seulement en Suède, on étudie beaucoup. Nous, on a quand même Gobineau, hein, les Français, c'est fin 19e. Donc voilà, on établit et puis c'est fait au nom de la science, c'est fait au nom du positivisme, on collecte des crânes, tout ça. J'étais au musée de l'Homme tout à l'heure, ils ont une magnifique collection de crânes, de 18 000 crânes. D'ailleurs, Nina vient à Paris. Exactement, moi j'ai été enquêté au musée de l'Homme, j'ai rencontré plein de spécialistes au musée de l'Homme pour les besoins de l'enquête, et ils ont des super spécialistes, moi j'ai appris des millions de choses avec eux. Mais ils sont très très embêtés en même temps avec ces crânes parce que c'est assez explosif. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est une collection comme ça serait impossible à constituer. Mais ils sont très contents de les avoir en même temps parce que ils font beaucoup de recherches avec sur les médecines, les maladies, etc. Sur les conditions de vie aussi, sur l'histoire des populations, donc c'est des mines de renseignements. Mais ils ont aussi beaucoup de questions sur les restitutions. Donc, exactement. Ça, c'est pour ça aussi. Exactement. C'est une des questions. Oui, c'est une des questions qui est soulevée. C'est une des questions qui est soulevée dans le livre, justement, parce que de fait, on trouve des crânes samis au musée de l'Homme aussi. Voilà. Et ça fait partie des questions. Ça fait partie des premières questions, d'ailleurs, que moi j'ai découvert en Suède. C'est les exigences de rapatriement des crânes samis et des tambours d'ailleurs, parce que ça remonte sur les tambours. Les tambours samis, il en reste 71 dans le monde aujourd'hui. Les pasteurs luthériens en ont brûlé des centaines, des milliers, on ne sait pas. Et il en reste 71. Aucun n'appartient officiellement à la Laponie. Ils sont dans des musées en France, en Allemagne, dans des collections privées en Angleterre. Et voilà. Et c'est pour ça qu'un peu moi, dans le dernier Lapon, voilà, c'était une façon, c'est-à-dire que je fais qu'un explorateur qui était venu avec Paul-Émile Victor en France, en Suède, en Laponie avant-guerre, avait été dépositaire d'un tambour et le rend à la Laponie. C'était le premier qui revenait. Voilà, qui revenait en terre lapone. Et il est volé. Voilà. Et sinon, oui, j'ai oublié quand même dans la Montagne Rouge, alors, donc il y a l'histoire des ossements, du crâne à retrouver, il y a les femmes, l'antiquaire et les femmes qui organisent des parties de bingo, et aussi il y a un Chinois.
Et il y a une chinoise aussi. Une chinoise, oui. Qui revient. Oui, qui était déjà là. Changounette. Changounette. Mademoiselle Chang qui Oui. revient. Et puis, de fait, il y a un membre de sa famille qui arrive, mais lui qui est arrivé clandestinement, donc il s'est fait attraper par la police. Et ça aussi, ça repose. Alors, je voulais en fait mettre en parallèle cette histoire-là qui est très actuelle, les migrants, les demandeurs d'asile, et dans son cas à lui, pour en rajouter une couche, un débat qui est très très actuel, notamment en Suède, c'est la détermination de l'âge des demandeurs d'asile. C'est-à-dire que si on est au-dessus ou en dessous de 18 ans, c'est pas du tout le même destin qui vous est réservé. Il y a une polémique qui dure depuis des années en Suède, justement sur les méthodes utilisées pour déterminer l'âge, sachant que le destin bascule brutalement si on est en dessous ou au-dessus de 18 ans. Parce qu'en gros, si on est 18 ans et un jour, on est expulsé. Et si on on rentre, on est protégé, suivi mineur, on a une protection qui est tout à fait différente. Et il y a un véritable enjeu de société autour de ça. Et donc, on utilise des méthodes qui sont très contestées, et ça fait débat régulièrement. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une des méthodes qui est notamment, qui m'avait particulièrement choqué, qui est une méthode qui est utilisée par les pédiatres après, hein, mais c'est vrai que dans le contexte, moi je trouve ça choquant personnellement, mais c'est la science après. Donc, mais c'est très aléatoire. C'est là où on voit, c'est très aléatoire de la même façon et c'est pour ça que je voulais le mettre. C'est parce que c'est tout aussi aléatoire que les mesures de crâne qui ont été faites et que toutes ces pseudo-sciences qui laissent en fait une part à l'erreur qui est monumentale. Voilà. Oui, donc on fait des mesures, mais en fait, derrière, elles correspondent seulement à des pourcentages et à des probabilités. Et puis on voit dans les études qui étaient faites scientifiques pour l'époque, complètement l'histoire de charlatans vue d'aujourd'hui, mais où on condamne une vue d'aujourd'hui, mais qui à l'époque était la science belle et pure et tout ça, ils émettent des théories à partir de mesures de crâne, et puis si ça correspond pas avec 3 crânes qu'on a trouvé un peu plus tard, on va tordre la théorie pour faire que ça corresponde, machin. Donc, et comme ces histoires de genoux qu'on va mesurer pour mesurer l'âge des gamins aujourd'hui, ou des testicules, ou je sais pas quoi, voilà, ou des dents, avec des marges d'erreur, et puis un gamin de Somalie, il bouffe pas la même chose qu'un gamin en Afghanistan, enfin, voilà, mais eux, les types se réfèrent à des moyennes, à des moyennes générales pour dire oui, il est et on prend des décisions qui engagent la vie de quelqu'un. Donc, vous l'aurez compris, la montagne rouge, c'est pas juste une simple histoire linéaire de résolution d'un crime, il y a vraiment toutes les strates différentes qui se croisent, et c'est une des plus belles réussites du roman, et de voir Clémette et Nina, comment ils s'en débrouillent, chacun avec son arrière-plan. C'est une histoire qui est dure pour Clémette, parce que ça le renvoie vraiment à de sombres, enfin voilà, à sa propre identité, qu'est-ce qu'il est lui par rapport à tout ça, c'est une histoire de crâne, ça le secoue beaucoup. On peut peut-être parler de l'histoire du fan un peu sans que... Le fan, alors c'est un fan qui apparaît dans le détroit du Loup, qui est sauvé, voilà, et puis qui réapparaît dans la montagne rouge. Et c'est que Clémette s'est un peu accaparé, et ça devient un animal qui commence à prendre de la place dans sa vie, et il sait pas comment s'en dépêtrer, en fait. Parce qu'il est pas censé... Il n'est pas censé la voir, voilà, déjà. C'est ça. Il n'est pas censé la voir, et tout ce que je peux dire, c'est un fan qu'on va retrouver. Ah, voilà. Bon, on va peut-être, en fait, sauf si vous avez des questions, je sais pas. On va peut-être s'arrêter sur ça, parce que c'est une belle fin vers la suite. Qu'on attend avec impatience. Je voulais juste dire une chose, Olivier, je lui ai déjà un peu dit, mais là, je n'hésite pas à le redire clairement. C'est qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu écris, Olivier. Parce qu'on ne connaît tellement pas la Laponie, tellement pas ce territoire, que nous, on croit tout ce que tu écris. Ah. Voilà.
Bon, ben, je vais faire attention. Mais alors donc, Il y a peut-être juste un truc, c'est le fait que la police des Rennes soit transfrontière, c'est ça qui est... alors ça déjà, oui, ben ouais. oui, parce que je mens un peu quand même, parce que si un romancier qui ment pas, c'est pas drôle, je pense. Donc, mais c'est marrant parce que donc de fait, la police des Rennes, dans la réalité, elle existe uniquement en Laponie norvégienne. Norvégienne. Et moi, pour les facilité de narration, j'ai décidé d'en faire une police transfrontalière qui est aussi sur la Suède et la Finlande, parce que je Et vais qui correspond finalement au territoire de la Laponie. Oui, tout à fait. Oui, voilà. À part la partie Laponie russe, soviétique, qui est russe. la partie russe, mais en principe, dans le prochain, je fais moi un petit teaser. Dans le prochain, il y aura des histoires côté Russie aussi. Ah, voilà, enfin. Voilà. Il y aura des histoires côté Russie parce que alors c'est vrai qu'après la situation n'est pas du tout la même là-bas. Ils sont vraiment pour le coup ils sont passés par les kolkhozes. Ils sont que 2000 côté russe. Ils sont concentrés dans le machin. C'est pas du tout la même machin. Mais il y a quand même des choses. Et puis le renne est un animal qui manque totalement de discipline, donc parfois il traverse les frontières. Même celles qui sont très fermées. Ouais. Mais il y a des histoires de passage de renne côté russe, justement. Voilà. Bon, donc à bientôt pour la suite alors. Et merci beaucoup, merci d'être venu, merci Olivier. Merci Gilda.